Donc, on est dans un usage des fréquences qui, finalement, est pas très changeant par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir, globalement. Et on va s'intéresser un peu plus à la façon dont les paquets sont transmis, puisque je vous ai dit, donc on a des splits. On a des splits qui sont émis avec des fréquences différentes et qui sont émis avec des temporalités différentes. Alors ça nous amène à une notion qui est très importante, c'est que pour transmettre des données sur MyOT, on va respecter des patterns. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un point de vue transmission, en fait, on pourrait transférer un peu les informations comme on veut, de façon aléatoire au niveau temporel et au niveau fréquentiel, si on avait dans chaque split des informations qui permettent de les raccrocher les uns aux autres. Or, sur MyOT, en fait, dans les informations de synchronisation, on n'a rien qui nous permet de savoir si un split est lié à un autre split qu'on a écouté précédemment. Et quand on fait de la réception, eh bien, on va écouter le spectre à un moment donné, on va capter des splits qui viennent de différents télégrammes qui sont envoyés en parallèle par différents objets. Et la problématique, c'est d'arriver à retrouver quel split appartient à quelle trame, à quel télégramme, et donc recomposer l'information. Et ça, c'est une vraie difficulté. Donc, pour arriver à résoudre cette problématique, eh bien, il va falloir que l'on ait des éléments caractéristiques de chaque émission. Et comme on n'a pas d'informations portées par le split lui-même, on va utiliser des informations qui sont les informations d'écart temporel et d'écart fréquentiel. Donc en gros, quand je vais recevoir un split, je vais regarder ce qu'était avant à certaines distances temporelles, je vais regarder sur quelle fréquence ils étaient, et donc normalement, si les patterns sont bien choisis, et c'est a priori le cas sur MyOT, eh bien, je pourrais dire que seulement ce split-là est en lien avec un split que j'ai reçu avant et un split que j'ai reçu après, parce que l'écart fréquentiel et temporel que je trouve est unique. Donc c'est ça l'idée qu'on va avoir derrière pour arriver à récupérer l'information qui est envoyée sur le réseau MyOT. Alors, je ne l'ai pas encore précisé, mais ça se comprend du coup de façon assez évidente. Quand on veut recevoir du MyOT, on est dans ce qu'on appelle de la SDR, Software Defined Radio, c'est-à-dire qu'on va écouter l'ensemble de la bande passante sur laquelle il peut y avoir des émissions. Et sur cette bande passante, on va faire un traitement informatique, donc Software Defined Radio, qui va permettre de recomposer l'information, donc d'identifier les paquets, d'identifier les splits, d'analyser le contenu des splits, d'analyser les écarts temporels et fréquentiels pour faire le lien et ainsi recomposer les différentes trames qui ont été envoyées sur le réseau. Donc vous voyez que ça, c'est une puissance de calcul assez importante. Pour vous donner une petite idée sur le concentrateur Miromiko que j'ai à ma disposition, pour faire une écoute sur 200 kHz, eh bien, on a un processeur ARM 4 cœurs qui tourne pour faire cette analyse. Donc il, lui, est capable de traiter jusqu'à 40 télégrammes reçus par seconde, donc on a quand même une bonne capacité de traitement, mais c'est là où je vous dis que si on veut faire de l'EU0 et on souhaite donc aller sur 2 MHz d'analyse, eh bien on va avoir un traitement qui peut être relativement lourd à exécuter et qui demande donc une puissance de calcul importante. Donc cette notion de pattern est donc primordiale, c'est elle qui permet de recomposer les messages et donc d'interpréter ce qui est reçu d'un point de vue radio. Et ces patterns, on en a 8 différents. Donc on a 8 patterns. Quand je vais émettre un message sur MyOT, je vais choisir un pattern parmi les 8 de façon plus ou moins aléatoire. Et c'est ce pattern-là qui fait que je vais en faire mon enchaînement particulier de messages. Alors on a 24 splits à envoyer. Ce que je n'ai pas précisé précédemment, c'est qu'on a 25 channels, donc 25 fréquences différentes, sur lesquelles on va appliquer ce pattern-là. Donc en fait, un pattern, et c'est ce que vous avez tout de suite à l'écran, eh bien, ça va se définir pour ce qu'on appelle la core frame, c'est-à-dire la taille, la frame de base qui fait 24 splits. Eh bien, ça va définir un enchaînement des fréquences et du temps de ces 24 différents splits, en sachant que dans ce pattern-là, on ne va jamais réutiliser 2 fois la même fréquence, ce qui ne pose pas de problème puisqu'on a 25 fréquences disponibles, enfin 25 channels disponibles et qu'on en a besoin d'en utiliser 24. Si la trame est plus longue, dans ce cas, on va aller chercher des patterns complémentaires derrière et qui vont utiliser aussi toutes ces fréquences-là. Alors, on n'a pas en réalité que 8 patterns pour la raison suivante, c'est que en plus de choisir un pattern, on va choisir un offset de fréquence. Donc si notre pattern nous dit par exemple qu'on est sur la fréquence 4 au démarrage, en réalité, on va tirer, entre guillemets, encore une fois, je vous expliquais pourquoi, un nombre qui peut varier entre -5 et +5 si on a
un oscillateur précis ou entre -1 et +1 si on a un oscillateur peu précis. Et ça va nous amener à un décalage de fréquence, donc un décalage de channel. Donc si dans notre pattern, on avait tiré un pattern qui commence par 4 et qu'en fait on a tiré un décalage de -2, et ben en réalité on va tomber sur le channel 2 et on va partir de ce channel 2 pour réaliser notre pattern. Donc vous voyez que dans le pattern, c'est pas la fréquence qui est importante, c'est les écarts de fréquence. Donc c'est toujours les mouvements fréquentiels et les mouvements temporels qui vont être importants pour réaliser le décodage. Donc au final, si on a 25 channels qui sont disponibles et qu'on peut faire du -5 et du +5, ça veut dire que grosso modo, on a 35 channels qui vont pouvoir être utilisés dans notre bande de fréquence. Chaque channel fait 2,38 kHz, donc ce qui fait que globalement, tous ces channels-là, avec un petit peu de marge, ainsi de suite, on arrive aux 100 kHz qui correspondent à la bande de fréquence qui est réservée pour les communications, comme on l'a indiqué. Alors, je vous ai parlé de sélections qui étaient des sélections pseudo-aléatoires. En fait, comment est-ce qu'on va choisir à la fois notre bloc de fréquence quand on a deux blocs, comment est-ce qu'on va choisir notre pattern et comment est-ce qu'on va choisir l'offset qu'on va utiliser. Globalement, ça va se baser sur le CRC du header, qui fait que globalement, comme ce CRC change à chaque fois, on a un côté aléatoire, ça dépend du contenu des informations qu'on va passer, donc ce CRC va changer à chaque fois. Mais en même temps, il va permettre de transmettre au récepteur l'information de quelle était la fréquence, le pattern utilisé et le décalage. Et ça, ce sera important, on va le voir tout à l'heure quand on va vouloir faire du downlink. Les channels, je vous dis qu'il y en avait 8, ça c'est pour une trame classique. Si on a une trame de type repeat, eh bien dans ce cas-là, on va aller chercher parmi 8 différents patterns. Donc quand on a un flag particulier dans la trame, ça nous permet de savoir qu'on va aller chercher dans 8 autres patterns. Et ça, globalement, ça doit avoir pour objectif de donner plus de chances à une répétition d'arrivée par rapport à un message classique. On va se donner une priorité là-dessus. Le temps qu'il va y avoir entre chaque frame est un temps qui est quand même globalement relativement important. Entre chaque split, est un temps qui va être globalement important. Les splits eux-mêmes sont envoyés de façon assez rapide puisque, je l'ai évoqué tout à l'heure, on a une transmission qui occupe 2,38 kHz, mais globalement qui va à 2,38 kilobits. Donc on a plutôt une transmission qui est assez rapide dans le mode standard, sachant qu'il y a un mode long range qui utilise 400 Hz, donc il doit être plus fin au niveau empreinte spectrale et qui a une vitesse plus lente et donc qui doit pouvoir porter plus loin. Mais j'avoue que si j'ai vu ça dans les specs, pour l'instant, j'en ai pas vu l'implémentation dans les modules. Donc on va dire que c'est quand même plutôt le 2,38 kHz qui est la norme. Et donc on va émettre ces splits et les splits font 36 bits chacun. Donc 36 bits à 2,4 kHz, grosso modo, c'est quelque chose qui est plutôt assez rapide. Donc l'émission de chaque split est quelque chose de rapide. Par contre, entre les splits, on va mettre un temps. Ce temps, il est variable. Donc il va être entre 350 millisecondes à peu près jusqu'à pratiquement 600 millisecondes. Donc par rapport au temps d'émission dans l'air, eh bien, on a beaucoup plus de vide en fait que de moments qui sont utiles pour transmettre la data. Donc ça, c'est la dispersion temporelle qui permet d'éviter les collisions. Ce temps de transmission, globalement, va nous conduire à une émission de notre core frame, toujours celle qui fait 24 splits quoi qu'il arrive, qui va tourner autour des 8 secondes, grosso modo. Donc, vous voyez, pour émettre une trame, on va prendre quand même un petit peu de temps. Ça a un impact sur la latence, mais j'aurais tendance à dire que dans le monde de l'IoT, on n'est pas à 10 secondes près d'un point de vue latence. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas vraiment de problème. C'est plutôt un choix intéressant par rapport à l'aspect diversité temporelle. Mais il faut savoir qu'on va avoir un temps un peu long, qui fait que du coup, on a un pattern un peu spécifique qui permet d'aller plus vite. Et ce pattern spécifique permet de faire une émission qui est autour de 3 secondes, si je ne me trompe pas, et qui va être plus rapide. Mais le temps que la communication, les 24 paquets de données traversent, le temps qui passe dans l'air, le temps d'émission réelle, dans tout ça est autour de 360 millisecondes, grosso modo. Donc vous voyez qu'on a un gros écart entre l'un et l'autre. Donc c'est 800 millisecondes, grosso modo, quand on va faire la transmission rapide d'un paquet.
Donc là, on est dans le cœur du fonctionnement de MyOT, l'utilisation de ces patterns avec une diversité temporelle, une diversité fréquentielle et la capacité derrière à reconstruire les messages grâce à ces informations. Alors, le downlink est un cas un petit peu particulier parce qu'en fait, comme je l'ai dit, pour recevoir du MyOT, il faut avoir une SDR. Et il faut être capable de mettre plein d'intelligence pour arriver à retrouver où sont les informations dans l'ensemble de ce qu'il va y avoir. Donc ça, ce n'est pas accessible à un objet. Un objet n'a pas la capacité de puissance pour aller faire de la SDR et faire de la récupération des données. Donc, pour faire du downlink, il faut qu'on ait une approche qui soit un peu différente. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, pour faire du downlink, être en écoute sur la totalité du spectre et essayer de retrouver ces petits. Il faut que les choses soient prédictibles. Et donc, pour ça, en fait, on va utiliser le système des patterns, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais émettre une donnée, je l'émets avec un certain pattern, et mon récepteur, du coup, en lisant le CRC, a tous les éléments qui permettent d'indiquer quel est le pattern que j'ai choisi, quel est l'offset de fréquence, et ainsi de suite. Et donc, lui, quand il va vouloir émettre une réponse, donc un downlink, eh bien, il va pouvoir réutiliser ce pattern-là pour me répondre. Donc, il va utiliser sur une bande de fréquences différente, puisqu'on a vu qu'on était sur le 869 MHz, et il va réappliquer un pattern lié au downlink qui correspond à tout ça. Ce qui veut dire que mon objet, qui n'a pas une capacité de réception importante, lui, quand il va attendre ce downlink, il va savoir où et quand aller faire les écoutes. Donc il va pouvoir se mettre en écoute au bon moment, sur la bonne fréquence, en reproduisant le pattern de réception qui correspond. Et donc de cette façon-là, il n'est pas nécessaire que l'objet soit en capacité à faire du SDR pour faire une réception. Donc s'il est capable de comprendre la modulation, qui est du MSK, eh bien il va être capable de recevoir les données. Par contre, il faut qu'il soit en capacité de faire du MSK. Et là, je ne suis pas un expert de ce sujet-là, mais ce que j'en ai compris, c'est qu'en fait, ce n'était pas forcément évident de faire du MSK selon, bien sûr, le transceiver qu'on utilise, et que pour arriver à le faire avec la bonne sensibilité, il fallait faire le décodage de façon cohérente. Et ça, ce n'est pas à la portée de tous les transceivers. Ce qui fait que, globalement, sur MyOT, on a beaucoup de transceivers qui sont capables de faire de l'uplink. On a des transceivers qui sont capables de faire du downlink, mais avec une sensibilité dégradée, et a priori quelques transceivers qui sont capables de faire du downlink avec le bon niveau de qualité. Mais là, je suis même pas sûr qu'on ait qui soient en full sensibilité. Je suis même pas sûr qu'il y en ait. Peut-être chez Texas, mais voilà, je suis pas certain. Donc, en tout cas, voilà, il y a une vraie problématique sur le downlink. Le système est plutôt bien pensé pour qu'on puisse le faire, mais par contre, la réalisation du downlink avec le bon niveau de sensibilité n'est pas forcément évident. D'où l'intérêt aussi d'utiliser les channels en 869 MHz qui permettent de mettre plus de puissance dans les downlinks et qui permettent de compenser en fait le manque de sensibilité qu'on pourrait avoir. Voilà. Mais je reparlerai de ça quand je parlerai des devices un petit peu plus tard, qui est un élément qui aujourd'hui est relativement important quand on veut démarrer sur ce réseau-là.